Bonjour, je m'appelle Yann Papastratis, je suis responsable marketing à la Chambre de métiers et de l'artisanat Occitanie. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette webconférence sur le thème du financement participatif qui est organisée dans le cadre du salon Numexpo. C'est Olivier Sanche. Bonjour Olivier, Bonjour. de la plateforme KissKissBankBank qui est partenaire des chambres de métiers et de l'artisanat, qui va vous présenter ce qu'est le financement participatif et pourquoi et comment le mobiliser, notamment pour les artisans, commerçants et TPE. Alors Olivier, je vais peut-être te laisser te présenter et présenter rapidement KissKissBankBank et nous dire ce que c'est le financement participatif finalement ou le crowdfunding pour utiliser le terme anglophone et peut-être illustrer avec quelques chiffres et je lance le diaporama. Voilà, la Merci. parole est à toi Olivier. Merci Yann et bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler financement participatif. Donc plus précisément, je me présente donc Olivier, je suis responsable artisanat pour la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. KissKissBankBank, donc plateforme partenaire officielle du réseau des chambres de métiers de l'artisanat. Pour ceux qui ne connaissent pas encore KissKissBankBank, la plateforme est une plateforme française et elle est la pionnière du financement participatif en Europe, la toute première créée en 2009. La plateforme est aujourd'hui une filiale de la Banque Postale, ce qui n'oblige évidemment pas les utilisateurs porteurs de projets à avoir un compte en banque à la Banque Postale, bien entendu. Depuis sa création en 2009, KissKissBankBank a collecté à travers tous les projets qui se sont adressés à elle, plus de 42 000 à ce jour, près de 206 millions d'euros. Et concernant les donateurs, les contributeurs inscrits sur la plateforme, ils sont à ce jour plus de 2 200 000 personnes, particuliers, contributeurs inscrits, qui ont donné une fois ou plusieurs fois à des projets sur le site. Et parmi ces contributeurs, entre 500 000 et 1 million d'entre eux sont inscrits à des newsletters spécifiques de KissKissBankBank, généralistes ou thématiques. On voit en tout cas sur la plateforme tout type de projets, des projets d'entrepreneuriat, au premier rang desquels évidemment des projets d'artisanat. L'artisanat en financement participatif plaît beaucoup et fonctionne bien auprès du grand public, mais on trouve aussi des projets associatifs, des projets créatifs, artistiques. L'idée en tout cas de cette plateforme qui est généraliste et qui accueille tout type de projets, de l'entrepreneuriat au projet culturel, c'est d'avoir aussi la plus grande visibilité et le plus grand nombre de personnes qui peuvent aussi connaître la plateforme et naviguer dessus. Alors Olivier, peut-être que quelques chiffres complémentaires pour qu'on voit l'ampleur du phénomène financement participatif et notamment chez KissKissBankBank. Oui, donc du coup, un petit détail ici sur les chiffres. On a ici une capture d'écran des compteurs de fonds collectés, des compteurs également de contributeurs. On a un visu à l'instant T sur ce type de compteur des contributions qui se font en France, mais aussi à travers le monde. Ce qu'il faut noter effectivement, c'est que autant évidemment on est une plateforme française et à destination essentiellement de porteurs de projets français ou francophones, mais concernant les porteurs de projets, eux, ils peuvent recevoir des fonds venant du monde entier, et en particulier pour certains artisans, ils peuvent par exemple collecter des fonds dans des pays anglophones et pour ce faire activer une double page sur leur page de collecte KissKissBankBank, une page en anglais, une page en français qui s'affichera selon l'adresse de l'internaute qui consulte la page. Ok, alors après cette petite introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors Olivier, quelles sont les différentes solutions pour collecter des fonds et comment ça marche? Alors, pour collecter des fonds, donc quand on crée son compte pour faire sa campagne de financement participatif, sur son compte, sur sa page de financement, on peut collecter selon trois modalités possibles. La première, qui est la plus connue, c'est le don, la collecte de dons en échange de ce que l'on appelle des contreparties. Les contreparties, ce sont des petits cadeaux matériels, commerciaux, des goodies. Ça peut être aussi des invitations à des ateliers, à des conférences. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'afficher le nom des contributeurs sur un support physique, dans un atelier, dans une boutique ou sur un site internet.
c'est le principe des contreparties qui sont donc encore une fois autant de petites intentions imaginées, de petits cadeaux imaginés en remerciement pour des contributeurs, des donateurs. Deuxième mode possible de collecte de fonds qui est particulièrement intéressant d'ailleurs dans le cadre de l'artisanat, c'est ce que l'on appelle la prévente. En financement participatif, on peut aussi, en plus des dons collectés en échange de petits cadeaux que je viens d'évoquer, on peut aussi proposer son ou ses produits en prévente. Donc comme sur un site marchand classique, bien entendu. Mais la nuance en financement participatif lorsqu'on fait de la prévente, c'est qu'on n'est pas obligé de livrer extrêmement rapidement, de fabriquer extrêmement rapidement les produits proposés au public. Dans le financement participatif, la date de livraison peut être espacée de plusieurs semaines ou de plusieurs mois par rapport au moment de la collecte de fonds. Ce qui veut dire que pour un artisan, on est ici sur un outil intéressant qui permet littéralement de sécuriser un niveau de commande avant de peut-être acheter des matières premières chez un fournisseur, qui permet aussi d'ailleurs de sécuriser un temps disponible, un temps de travail, un temps de fabrication et d'éviter de fabriquer tôt et de surstocker si jamais il n'y a pas de demande suffisante de la part d'une clientèle. Là, on inverse les choses, c'est-à-dire que on propose son produit, on dit bah voilà, si vous en avez envie, vous pouvez le commander ici et il sera livré dans quelques semaines ou quelques mois. Choix de date, bien sûr, qui revient à l'artisan lorsqu'il écrit son projet. Donc du coup, effectivement, on est sur quelque chose qui permet de faire un chiffre d'affaires anticipé, sécurisé, d'avoir une trésorerie et encore une fois, de sécuriser son produit, son projet d'un point de vue financier. Troisième mode de don possible, c'est le don libre. Le don libre qui est, lui, au choix des contributeurs. Alors, on observe qu'en moyenne, une personne sur 10 va soit faire un don sur un projet sans même demander de cadeau en échange. C'est souvent le cas dans le secteur associatif, mais ça se vérifie parfois dans l'entrepreneuriat. Et don libre, c'est aussi le fait de certains contributeurs qui, par exemple, vont arrondir le niveau de contribution demandé par rapport à un cadeau parce qu'ils ont la possibilité dans leur parcours de contribution. En tout cas, chaque artisan qui utilise une page de financement participatif et qui lance une campagne peut choisir un de ces modes de collecte de fonds précisément ou combiner ces modes de collecte en fonction de son cas particulier et de son projet. D'accord. On va peut-être aller un petit peu plus loin sur le sujet. Voilà, bah, du coup, illustration ici, hein, ce que vous avez à l'écran, c'est un zoom sur une page telle que celle-ci, effectivement, une page de collecte qui permet donc du coup de s'adresser aux gens et d'avoir un endroit, donc une page sur Internet qui permet de collecter des fonds. En application de ce qu'on vient d'évoquer sur les modes de collecte de fonds possibles, on peut par exemple choisir de ne faire que de la prévente et d'avoir un objectif de prévente défini en unités. Donc c'est le cas à gauche d'un projet qui ici avait choisi un objectif de 120 préventes. On peut aussi donc inversement choisir un objectif financier avec un montant financier à atteindre. Donc dans l'exemple que vous avez ici, un objectif qui était de 12 000 euros. D'accord. Et là, on dézoome un peu par rapport aux jauges que vous avez vues juste avant, donc pour vous montrer quelques exemples de titres de page. Hein. Une page de financement participatif, c'est plus complet. Vous avez effectivement ce visuel et ce titre avec une petite jauge d'objectifs à côté. Et sous ce visuel titre, vous avez une page rédactionnelle avec des photos que vous mettez pour illustrer votre métier, votre savoir-faire et vos produits. Donc ici, on est dans le cas en effet d'un projet qui avait choisi, quant à lui, un objectif financier avec 6 000 euros de fonds à collecter. Donc objectif qui a été atteint et légèrement dépassé, 6 140 euros collectés via 83 contributeurs. Un autre projet. Voilà, un autre exemple, du coup, cette fois, qui lui a choisi de ne faire que de la prévente. Donc ici, une artisane qui avait besoin de sécuriser et d'atteindre un minima, un objectif de 120 préventes pour pouvoir lancer une fabrication, ici donc sur des sandales. Projet qui est d'ailleurs atteint son objectif in fine. Sur cette capture d'écran, on en était à 14 préventes réalisées au tout début du projet lorsqu'il a été lancé via 11 contributeurs. Et vous voyez, il restait ici 53 jours avant la fin, le projet a largement été réussi.
Alors, les précommandes, on en a parlé. On en a parlé. Sachez simplement que, en effet, lorsque vous créez votre page KissKissBankBank, votre page de collecte de fonds, vous allez aussi pouvoir paramétrer les différentes catégories thématiques dans lesquelles vous souhaitez être référencé sur le site. Le bio, le zéro déchet, la fabrication française, etc., etc. Vous avez énormément de choix de référencement sur le site, y compris bien entendu la précommande. Les projets qui proposent de la précommande et qui choisissent ce paramètre pour figurer sur le site seront accessibles directement en haut à gauche de l'écran lorsqu'on arrive sur le site via un petit onglet précommande. Alors, peut-être Olivier, effectivement, pour illustrer un petit peu les précommandes, quelques chiffres, notamment et comparatifs avec des marketplaces classiques. Oui, effectivement, du coup, ici ce qu'on vous a mis, ce sont des chiffres pour vous montrer aussi, alors d'une part, vous informer du modèle économique de la plateforme de financement participatif. Modèle économique d'une plateforme comme KissKissBankBank, c'est une commission de 8% TTC qui est prélevée en fin de campagne si votre projet a réussi à atteindre ou dépasser son objectif. Dans cet accompagnement et dans le cadre du partenariat avec les CMA, chaque projet a un coach qui le suit de A à Z, de l'aide à l'écriture du projet, au conseil en communication et également au conseil support en cours de campagne au quotidien, autant que l'artisan en a besoin. Quand on parle de prévente, vous voyez que ce tarif de 8% TTC, il est particulièrement intéressant aussi, y compris en comparaison de marketplace classique. Ce qu'on vous a mis ici à l'écran, ce sont quelques chiffres qui résument le coût d'une marketplace. Si vous allez sur des marketplaces, pour les plus connus d'entre elles, vous les avez à l'écran, Amazon, Fnac, Cdiscount, eBay et compagnie, vous aurez en termes de frais, d'une part des frais de vente, donc sous forme de commission, qui seront situés entre 5 et 20% de votre famille de produits. Ça, c'est la commission prélevée par la marketplace sur votre chiffre d'affaires. Et à cette commission, il faut rajouter en plus des frais d'abonnement mensuel, des frais de catégorisation également, des frais aussi d'espace de marketplace et de nombre de produits que vous pouvez mettre dans votre marketplace. Tous ces frais s'additionnent et in fine, entre la plateforme de financement participatif à 8% TTC avec un système de livraison qui est décalé dans le temps et la marketplace qui va in fine vous coûter, on va dire, entre 10 et 25% par rapport au chiffre d'affaires réalisé, avec la nécessité par contre sur une marketplace de livrer extrêmement rapidement, il y a évidemment un avantage financier et logistique intéressant à jouer pour un artisan. Alors, bon, on l'a vu, Olivier, effectivement, le premier objet du financement participatif, et c'est dans son intitulé, c'est le financement. Mais une campagne de financement participatif présente bien d'autres avantages, notamment pour des entrepreneurs. Alors, on a vu qu'on pouvait, grâce à la précommande, tester un nouveau produit auprès de ses clients, mais il y a aussi d'autres avantages en termes notamment de communication. Exactement. Alors évidemment, c'est un pléonasme. Une plateforme de financement participatif permet en premier lieu d'aller chercher des financements, mais pas que. On peut poursuivre d'autres objectifs et trouver d'autres utilités au financement participatif. En premier lieu, on est aussi sur une campagne de communication. Alors, chose importante à retenir, c'est que lorsque vous lancez une campagne de financement participatif, vous devez communiquer pour faire connaître votre page au plus grand nombre de personnes possible pour que ça fonctionne. Mais en retour, évidemment, vous êtes aussi sur une campagne qui va faire croître votre notoriété, qui va faire croître la visibilité de votre entreprise, de vos produits, de par le nombre de visites et de par le bouche-oreille que ça va engendrer. Donc finalement, on est sur une nécessité de communiquer, mais également sur un mode de financement communicant qui, au lieu de vous coûter de l'argent en termes d'achat d'espace publicitaire, va vous rapporter de l'argent. Deuxième utilité, eh bien, vous allez aussi avoir avec cet outil de financement quelque chose qui vous permet, par exemple, de tester une idée auprès du public. On a parlé des précommandes, on a parlé des lancements de produits. On a vu tout à l'heure que certains artisans choisissent des objectifs avec des unités de produits à avoir en précommande.
Typiquement, dans le financement participatif, lorsque vous soumettez une campagne et un projet au public et que vous le diffusez le plus largement possible sur les réseaux sociaux, vous avez aussi finalement quelque chose qui vous sert littéralement de sondage en temps réel et de sondage extrêmement efficace puisque votre public, vos clients ne se contentent pas, comme lors d'un sondage classique, de répondre oui ou non, ça me plaît pas. Ils vous témoignent du coup de l'intérêt à votre projet en contribuant financièrement. Donc c'est aussi un outil de test, d'études de marché, d'études de produits pour voir si une idée qu'on a va fonctionner ou pas. C'est aussi quelque chose qui vous permet de fidéliser vos clients, de fidéliser des partenaires et des réseaux. Le financement participatif, c'est vraiment participatif dans tous les sens du terme. C'est de la communication, c'est des partages, mais c'est aussi finalement des moments de rencontre que vous pouvez imaginer. C'est des invitations et c'est donc du coup des rencontres aussi avec vos clients potentiels ou avec de nouveaux clients. Alors, je crois que là, effectivement, on a quelques chiffres qui montrent concrètement la visibilité qu'apporte une campagne de crowdfunding. Exactement, quelques chiffres pour illustrer la visibilité. Une campagne moyenne va engendrer sur la seule page sur la seule page de financement KissKissBankBank entre 7000 et 10 000 vues. Vous avez une petite vue ici, un petit aperçu d'un tableau de bord qui est fourni à chaque porteur de projet qui se lance pour analyser le flux sur sa page. Alors 7000 à 10 000 vues sur la seule page KissKissBankBank de collecte de fonds, ça veut dire que plus largement, à l'échelle de la campagne d'un artisan, ce seront entre 20 000 et 30 000 vues au bas mot, puisqu'il faut ajouter à ces vues directes de la page les vues sur les réseaux sociaux et les initiatives des partenaires ou des clients ou des amis qui sont autour de vous, qui vont eux-mêmes partager sur leur propre réseau ou newsletter ou espace de communication. Donc c'est potentiellement beaucoup de vues. Et on parlait de fidélisation. Donc, petit exemple. Voilà, petit exemple. Évidemment, alors à deux titres, hein, sur une page KissKissBankBank, il y a aussi, en plus de la collecte de fonds, la possibilité pour un artisan, y compris après sa campagne, d'avoir bien sûr tous les contacts de ses contributeurs, ça va de soi, mais aussi une petite messagerie privée, un petit fil d'actualité sur le site qui permet de continuer à envoyer des nouvelles à vos contributeurs, même après la fermeture de la campagne, pour dire si les projets sont réalisés, les travaux réalisés, les nouveaux produits développés, et ainsi de suite. Et puis, deuxième angle de fidélisation, évidemment, de par le jeu de remise des contreparties ou de remise de prévente, eh bien, vous pouvez effectivement proposer de la remise en main propre. Vous pouvez proposer aussi de profiter de portes ouvertes et d'assister à des démonstrations. Encore une fois, tout autant d'occasions qui permettent de rencontrer les gens et donc de les fidéliser. Alors, Olivier, du coup, peux-tu nous dire en général quel type de projet les entreprises financent avec le financement participatif et à quel moment de la vie de l'entreprise ou du projet les campagnes peuvent intervenir? Eh bien oui, avec plaisir, avec un petit résumé que vous avez ici à l'écran. Alors, si on parle d'abord de la nature des investissements que vous souhaitez couvrir pour tout ou partie en financement participatif, première info intéressante, le fait que vous pouvez tout autant couvrir des investissements matériels que des investissements immatériels. Je le précise parce que c'est effectivement potentiellement une solution pour certains artisans. N'oubliez pas que sur le financement de l'immatériel, quand on va voir un banquier, ça ne fonctionne pas. Un banquier, lui, va financer du matériel, va financer de l'amortissable au sens comptable du terme. Pour aller financer une participation à un salon, un site internet marchand, un développement d'applications, de la communication, eh bien là, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des financements. Financement participatif, vous pouvez sur l'immatériel tout autant que le matériel. Alors inversement, le matériel, et particulièrement en artisanat, c'est aussi quelque chose qui est encore plus facile à financer parce que ça plaît beaucoup au public. Le fait d'expliquer que c'est l'outil de production, que ce sont les outils, les machines de l'artisan qui vont être financées pour tout ou partie par le crowdfunding, bien sûr, ça plaît aussi au public. Donc les deux, en tout cas, post-investissement sont possibles. Si on parle cette fois du moment d'un projet… Oui, parce que si je suis créateur d'entreprise, que je ne suis pas encore immatriculé, je n'ai pas encore de forme juridique
est-ce que je peux faire appel au financement participatif? Donc, on peut effectivement faire appel au financement participatif à tout moment d'un projet, y compris avant l'immatriculation. On peut tout à fait faire une collecte à titre individuel, à titre personnel, avant même d'être immatriculé. Bien entendu, on peut aussi faire une campagne au titre d'une entreprise fraîchement immatriculée, ancienne, et quel que soit le statut de l'entreprise. On peut être micro-entrepreneur, SARL, SAS, etc., etc. Tous les statuts sont possibles. Et si on en revient effectivement au cas de figure avant immatriculation, eh bien, ça pourra servir d'ailleurs typiquement d'amorçage de financement pour avoir un apport personnel complémentaire, apport personnel très précieux si on n'a pas assez d'apport, d'économie pour aller contrebalancer et déclencher un prêt bancaire ou un prêt d'honneur, par exemple. Bien sûr. Alors, concrètement, Olivier, comment se passe une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank? Quelles sont finalement quelles sont les conditions et à quel type d'activité ça s'adresse plus particulièrement? Alors, on commence par les conditions, les chiffres moyens. En bas à gauche de l'écran, vous avez les chiffres moyens usuels sur des campagnes de financement participatif. Quand on est plutôt sur des campagnes de dons, la moyenne tourne aux alentours de 5 000 € de collecte de fonds. Quand on est sur des préventes, on est aux alentours de 10 000 € de collecte de fonds. Donc ça, ce sont des chiffres moyens qui sont même un peu supérieurs dans le cas de l'artisanat et des CMA, de par le partenariat que nous avons et l'accompagnement spécifique de vos CMA et de KissKissBankBank. Mais on est sur ces ordres de grandeur-là. Alors sans limite, il n'y a pas de plafond par contre. En financement participatif, vous pouvez évidemment collecter des fonds bien au-delà de ces sommes moyennes, puisque finalement tout est proportion de nombre de vues, de visibilité que vous amènerez sur votre page pendant la campagne. Autre chiffre intéressant, toujours en bas dans les petits carrés verts, le don moyen. Don moyen, il tourne aux alentours de 70 €. Et bien ça c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de prévoir à l'avance un peu qu'est-ce qui vous attend quand vous vous lancez dans le financement participatif. Si je prends un exemple très simple en termes de calcul, si j'ai envie de me dire que je vais aller lever 7 000 €, 7 000 € que divise 70, le don moyen, 70 €, ça fait 100. Donc, je sais que grosso modo, l'enjeu, c'est d'aller convaincre une centaine de personnes de m'aider. En fonction de ça, je peux paramétrer un objectif au-dessus ou en dessous, en fonction du fait que ça me semble facile ou pas. Autre grand principe, je remonte là tout en haut à gauche sur ce slide, on fonctionne sur le tout ou rien. Le tout ou rien, ça veut dire que avant de vous lancer, on va déterminer avec vous un objectif de financement à atteindre. Cet objectif, il est personnalisé pour chaque artisan, plus ou moins en fonction, encore une fois, des besoins, mais aussi et surtout du potentiel de communication que chaque artisan a ou pas, en fonction du nombre d'abonnés élevés ou pas élevés qu'on a sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Cet objectif de tout ou rien, par contre, il sera déterminant parce que, en effet, il va déterminer le fait que vous allez ensuite récupérer les fonds collectés à la fin de la campagne ou pas. Tout ou rien, ça veut dire que si vous n'atteignez pas votre objectif, à la fin de la campagne, tout le monde est remboursé et vous n'avez rien. Mais paradoxalement, sachez que ce système de tout ou rien, il permet aussi de collecter des sommes moyennes beaucoup plus importantes que sur certains outils de financement, certaines plateformes ou cagnottes qui proposent des collectes ouvertes sans objectif. Sans objectif, vous êtes plutôt sur des modes cagnotte, sans tout ou rien, sur des campagnes moyennes qui vont tourner aux alentours de 1 000 à 2 000 € maximum. Tout ou rien, ça veut dire qu'au contraire, vous ne serez pas tout seul. Vos amis, vos clients fidèles, tous les gens qui sont aussi motivés que vous autour de vous pour que le projet réussisse, vont finalement se dire, dans ce contexte de tout ou rien, qu'il faut aussi parler de vous, diffuser, vous aider à diffuser la page. Et effectivement, on le constate, ça crée de l'engagement autour de vous et ça stimule beaucoup plus les gens que s'ils n'avaient qu'à contribuer à une cagnotte sans aucun objectif. L'autre point important sur ce tout ou rien et cet objectif qu'on vous propose de définir avec vous avant le lancement de la campagne, c'est la transparence. Vous êtes artisan, vous êtes entrepreneur et le fait aussi de savoir expliquer un objectif financier, un plan de financement et un besoin que vous avez à atteindre pour boucler un plan de financement, ça va aussi vous rendre beaucoup plus crédible et beaucoup plus sérieux auprès du public que si vous disiez, voilà, j'ai une cagnotte, donnez-moi des sous, point barre.
Autre chiffre, durée de collecte, en moyenne 1 mois et demi, 60 jours maximum. En réalité, en financement participatif, on essaie de ne pas faire une trop longue période de collecte de fonds, tout simplement aussi avec pour l'objectif d'engendrer une décision de la part des personnes qui lisent votre page à l'instant T. Si vous affichez une durée de collecte qui est trop longue, les gens ne réagiront pas ou attendront avant de contribuer. Donc, on est plutôt, en effet, en tout cas sur les chiffres moyens que vous avez à l'écran, sur des durées moyennes de collecte qui sont de l'ordre d'1 mois et demi à peu près. Modèle économique de la plateforme, donc dans le cas de KissKissBankBank et de la plupart des plateformes de collecte de dons, c'est une commission de 8% TTC qui n'est prélevée qu'en cas de succès, c'est-à-dire si vous atteignez ou dépassez votre objectif de financement. Si vous n'atteignez pas cet objectif, il ne vous en coûte rien. Cet objectif, enfin cette commission, pardon, de 8% TTC, sachez que dans le cas de KissKissBankBank et dans le cadre du partenariat avec les CMA, eh bien cette commission inclut bien entendu tous les frais bancaires, les frais de monétique engendrés par la collecte de fonds, mais elle inclut aussi l'accompagnement, le coaching, sans aucune limite de temps et de nombre de rendez-vous, autant que vous en avez besoin. Et finalement, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir être accompagné par un coach personnel qui vous guidera pendant le développement de votre campagne, en fait, la création de la campagne, et pour faire les bons choix en termes de durée, de montant et d'objectifs. Alors, les conditions, effectivement, avant de se lancer, quel type, effectivement, d'activité se prête mieux au financement participatif? Alors, celles qui se prêtent très bien au financement participatif, ce sont grands classiques et pas de surprise, j'imagine, hein, les métiers de bouche, les métiers d'art et les métiers du quotidien qui parlent aux gens, aux clients, aux habitants dans leur vie quotidienne. En revanche, ça n'a pas de plus-value, ça fonctionne très mal pour les porteurs de projets qui sont sur un modèle B2B, business to business, c'est-à-dire qui n'ont que pour clientèle d'autres entreprises et pas de particuliers. Là, ça n'a pas de réel intérêt de faire du financement participatif sur une plateforme de collecte de dons et de prévente qui s'adresse à des particuliers, comme KissKissBankBank. Ça n'a pas trop d'utilité non plus, ça fonctionne très peu pour les VTC. Les VTC notamment parce qu'ils sont surnuméraires et ils sont rarement incarnés auprès des habitants qui changent en fonction de ce que leur propose l'appli. Donc c'est très difficile de fidéliser quelqu'un, y compris en financement participatif sur ce type d'activité. Et puis enfin, ça va pas trop fonctionner non plus pour certains métiers du bâtiment sur le gros œuvre. Puisque là, encore une fois, on se retrouve dans des métiers qui ne vont pas forcément parler au quotidien des gens. Voilà, on n'a pas tous les jours besoin d'un maçon ou d'un couvreur ou autre. Mais après, on a certains métiers du bâtiment, notamment sur le second œuvre, qui ont peut-être des démarches écologiques, par exemple, qui peuvent trouver un écho auprès du public. Si on parle cette fois des conditions administratives, notez, c'est très important pour résumer ça, le fait qu'il n'y a pas d'exception fiscale et administrative au financement participatif. C'est la formule que j'emploie toujours pour faire simple. Ça veut dire que, évidemment, si vous faites des préventes, vous devez gérer les préventes comme du chiffre d'affaires avec une TVA si vous êtes assujetti à la TVA. Si vous collectez des fonds à titre personnel, vous devez les prendre en compte dans le calcul pour l'impôt sur le revenu. Si vous collectez à titre d'une entreprise, vous devez prendre en compte les fonds dans le calcul de l'impôt sur les sociétés. En l'occurrence, pour les sociétés, ça va intégrer soit les bénéfices industriels et commerciaux, soit les bénéfices non commerciaux. Petit cas particulier, mais important de le noter, les micro-entrepreneurs, ils sont nombreux aussi dans l'artisanat. Pour les micro-entrepreneurs, tous les fonds collectés, que ce soit de la prévente ou que ce soit des dons, ils sont tous assimilables à du chiffre d'affaires pour la comptabilité du micro-entrepreneur. Voilà. Et puis après, sur les conditions beaucoup plus larges, cette fois, pour avoir un projet qui va fonctionner et plaire au public, il faut ne pas être trop en amont par rapport à une réalisation de projet. Il faut avoir des idées précises, il faut au moins être en mesure de pouvoir illustrer à l'écran et d'expliquer son projet avec des photos, des schémas, des prix ou autres. Si vous êtes encore dans une idée qui n'est pas assez définie, dont les contours sont flous, ça ne fonctionnera pas non plus pour vous adresser au public qui ne comprendra pas l'idée finale. Donc, c'est important de se dire que le projet doit être à minima clair et mature au moment où vous l'écrivez sur le site.
Et enfin, notez que, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, une campagne de financement participatif, c'est une campagne de communication. Ça veut donc dire qu'il vous faut aussi choisir une période pendant laquelle vous aurez un petit peu de temps pour communiquer régulièrement, animer les réseaux sociaux, parler à des gens pendant votre campagne pour réussir cette campagne. Si vous n'avez pas de temps, la campagne n'avancera pas toute seule, malheureusement. Donc, il faut bien choisir votre période et être sûr que vous avez un minimum de disponibilité. Et on parlait effectivement des cercles de contributeurs, voilà, qui les illustrent. Voilà, alors effectivement, ça les illustre, ces cercles de contributeurs. En l'occurrence, c'est même une illustration d'une recette qui est générique au financement participatif. On a dit qu'il était nécessaire d'avoir du temps pour communiquer et réussir une campagne de levée de fonds, mais il est aussi nécessaire et important d'avoir un premier cercle de contributeurs sur lequel s'appuyer. On ne peut pas faire une campagne de financement participatif ex nihilo en créant une page sur Internet et en s'adressant directement à des inconnus et à du grand public via les réseaux sociaux. On ne peut pas faire ça parce que si on le fait de cette façon-là, on expose un projet qui n'est pas amorcé, qui n'est pas suivi à des gens qui sont très lointains du projet, voire de parfaits inconnus. Et un parfait inconnu, il ne fera que très rarement confiance à un projet qui affiche 0 € ou quelques euros et 2 ou 3 contributeurs qui se battent en duel. Pour faire un parallèle qu'on fait souvent, une campagne de financement participatif, c'est un peu assimilable ou comparable à la vitrine d'un restaurant à moitié rempli pendant l'heure d'un repas. Si vous devez choisir rapidement un restaurant, vous faites plutôt confiance à un restaurant où il y a un petit peu de monde, où il y a des gens du coin qui sont attablés, où il y a une bonne ambiance, ça donne envie, plutôt qu'un restaurant vide où le serveur s'ennuie à essuyer les verres. La page de financement participatif, c'est pareil, c'est votre vitrine, c'est la vitrine du resto. Et pour que des inconnus fassent confiance à cette vitrine, il faut aussi qu'il y ait eu une première vague de contributeurs, un premier cercle de contributeurs qui sera souvent évidemment le fait de vos amis, clients fidèles, familles, collègues et ainsi de suite. Et une fois ce premier cercle de contributeurs rassemblé et fédéré, dès le lancement de la campagne, vous pouvez ensuite passer à du bouche-oreille, à du partage, des repartages sur les réseaux sociaux pour atteindre un deuxième cercle, puis un troisième cercle de contributeurs, le grand public, qui lui arrive en général sur la fin de la campagne essentiellement. Alors Olivier, on a parlé à plusieurs reprises du partenariat entre les chambres de métiers et KissKissBankBank. À quoi correspond exactement ce partenariat? Alors ça correspond depuis maintenant 5 ans que nous travaillons ensemble. D'une part à un peu plus de 600 conseillers CMA qui ont été formés partout en France pour savoir vous prescrire, vous expliquer les bases du financement participatif et si le sujet vous intéresse, vous aiguiller vers KissKissBankBank. Ça vous permet effectivement d'avoir un accompagnement prioritaire, individuel et un nombre de rendez-vous illimité pour préparer vos projets, pour bénéficier de conseils, avoir une évaluation d'un objectif de financement à atteindre. Ça vous donne accès également à mon contact direct. Vous avez notamment des accès agenda pour avoir des rendez-vous aussi rapides que possible selon vos besoins. Vous avez des téléphones ligne directe, vous avez des mails grâce à vos conseillers CMA qui sont toujours vos premiers prescripteurs. Ça fonctionne très très bien. Vous avez les chiffres. Aujourd'hui, on a même dépassé le cap des 350 projets accompagnés par le réseau des CMA et dépassé les 2 millions d'euros collectés grâce à ce partenariat. Je rajouterais également qu'on est sur des taux de réussite assez exceptionnels sur les projets accompagnés par les CMA qui atteignent les 85%, voire même les dépassent en Occitanie notamment, qui est la région la plus capée, la plus expérimentée dans le réseau des CMA sur le financement participatif. Et puis, il y a le mentorat des projets. Voilà, il y a en plus le mentorat des projets, puisque en plus de cet accompagnement et de ce conseil de proximité dont vous pouvez bénéficier grâce à votre CMA, eh bien, vous avez aussi la possibilité d'être référencé sur la page CMA Occitanie, d'être référencé en même temps sur la page CMA France, toutes deux qui sont des pages dédiées au CMA sur KissKissBankBank et qui vous permettent aussi d'avoir une visibilité supplémentaire. Effet symétrique, tout en étant référencé sur les pages CMA Occitanie et CMA France, vous avez également le logo CMA qui va apparaître sur votre page, logo très précieux parce qu'il vous donne une crédibilité supplémentaire pour collecter des fonds.
Et on constate effectivement que cette crédibilité supplémentaire se traduit dans les faits par des statistiques de collecte de fonds et de taux de réussite des projets qui sont bien supérieurs aux projets non mentorés CMA, plus de 20% en l'occurrence. Ce n'est pas négligeable. Bon, Olivier, je crois qu'on a fait le tour des informations essentielles à connaître sur le financement participatif. Tu nous as, je pense, convaincus de l'intérêt du financement participatif, en tout cas pour certaines entreprises et certains projets. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez évidemment, comme vous l'a dit Olivier, le contacter directement. Vous avez sur votre écran ses coordonnées, ou tout simplement passer par votre chambre de métier départementale. Donc, en l'occurrence, en Occitanie, pour trouver les coordonnées de votre chambre de métier, si vous ne les connaissez pas, il vous suffit d'aller sur le site artisanat-occitanie.fr et vous aurez directement les coordonnées d'une des 13 chambres de métier départementales de la région, et donc les contacter pour que les conseillers vous accompagnent dans cette démarche-là et vous mettent en contact avec la plateforme KissKissBankBank. Écoutez, il ne nous reste plus que Olivier qu'à te dire un grand merci pour toutes ces précieuses informations et à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis pendant cette webconférence. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.